Bonjour tout le monde, j'espère que ça fonctionne. Je suis en train de connecter le Facebook Live et le Instagram Live. Donc, il est 1 heure, donc on va commencer. Je me présente, Ariane Lavigne, je suis nutritionniste du sport avec le CDSL depuis le tout début. Donc, ça fait pas loin de 10 ans, je crois, que le CDSL existe. Et puis, dans le fond, aujourd'hui, on va parler de nutrition. On m'a demandé, dans le fond, de vous parler de la nutrition en lien avec, oui, la période de confinement, mais aussi en lien avec le fait que les entraînements sont réduits pour la plupart d'entre nous. Donc, c'est super important, dans le fond, qu'on puisse savoir quoi manger dans une période comme celle-ci où notre dépense énergétique est diminuée. Donc, premièrement, dans le fond, j'aimerais ça peut-être faire un topo là, un peu de ce qu'on va couvrir ensemble aujourd'hui. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires, dans le fond, dans la boîte de commentaires, des questions si vous en avez. Si vous avez d'autres trucs à partager, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer quand même de garder un œil dessus régulièrement. Puis sinon, à la fin, on pourra garder une période aussi pour réviser vos questions. Donc, dans le fond, il y a certaines choses que je veux qu'on regarde ensemble aujourd'hui. Donc, la première chose, au niveau, dans le fond, des portions dans les repas, comment qu'on les gère, comment qu'on les adapte quand on s'entraîne moins, quand on bouge moins. C'est sûr que on va continuer de manger, on veut continuer de manger 3 repas par jour, mais comment on peut ajuster justement les quantités. La deuxième chose que je veux qu'on regarde, dans le fond, c'est au niveau si on a des fringales entre les repas. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Si oui, qu'est-ce qu'on mange? Donc, ça aussi, on va regarder ça là, par rapport à ce qui est bon d'avoir dans le garde-manger, sur quoi on va miser. Après ça, on va parler de signaux de satiété, signaux de faim, de satiété. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est notre corps nous parle, notre corps nous donne de l'information super précieuse, mais parfois, c'est sûr que c'est une vraie faim, mais des fois, ça peut être une fausse faim. Fait qu'on va essayer là, de démystifier un petit peu c'est quoi là, la différence entre une vraie faim physique puis une faim plus émotionnelle pour vous aider plus dans le fond, à manger de façon un peu plus intuitive. La troisième chose que je veux qu'on regarde, c'est l'hydratation, parce que oui, il existe un lien entre l'hydratation et notre sentiment de faim. Donc ça, on va parler d'hydratation aussi à ce niveau-là. Là, justement, si on bouge moins, quelle quantité on devrait viser par jour. On va parler aussi des aliments qui ont une aura moins santé, comme tout ce qui est plus dessert, croustilles, etc. Est-ce qu'on peut quand même s'en permettre? Si oui, comment on gère ça? Fait que j'aimerais ça garder une petite partie là-dessus aussi. Puis, on va terminer par cuisiner. Donc, quand on veut cuisiner, des idées, je vais vous partager, dans le fond, des sites de référence pour vous donner vraiment des bonnes idées pour cuisiner à la maison. Puis, finalement, on va terminer avec le sommeil. Pourquoi le sommeil? C'est parce que c'est super important, dans le fond, de bien gérer notre sommeil. Donc, on va parler de ça aussi aujourd'hui. Donc, on commence avec, dans le fond, les portions, quand on se sert des portions pour les repas. Première chose qui est super importante dans le fond, d'établir, je vous dirais, c'est une routine de repas. Je sais que ça peut paraître un peu fou, là, du fait que vous avez peut-être pas un horaire fixe vu qu'il n'y a pas d'école, vu que tout est un peu arrêté en ce moment. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui se lèvent plus tard, se couchent plus tard, l'horaire de journée est complètement différent, puis c'est correct. La seule chose, c'est qu'au niveau de l'alimentation, au niveau des repas, c'est vraiment un avantage, c'est vraiment stratégique de tenter autant que possible de garder un horaire de repas stable. Donc, vous pouvez déjeuner plus tard, dîner plus tard, souper plus tard, ça, il n'y a pas de problème. Mais essayez quand même d'avoir justement une certaine structure, un certain horaire qui fait que même si vous déjeunez à 11 heures, il va y avoir un repas, un lunch 4, 5 heures plus tard maximum. Même chose pour le souper. On essaie de manger aux 4 à 6 heures. Quand les repas sont distancés de plus que 4 heures, c'est normal d'avoir une fringale, d'avoir faim, d'avoir l'impression que, on a un creux puis on veut manger une collation.
Donc ça, c'est tout à fait correct. Et puis à ce moment-là, ben il faut idéalement la planifier, cette collation-là. Parce que là, ce que j'entends souvent de ce temps-ci, c'est Ah, j'ai faim, je sais pas quoi manger, fait que là, j'ouvre le garde-manger, puis là, bah, je tombe sur les craquelins, puis là, le fromage, puis l'humus, puis là, ça finit plus. Fait que, dans le fond, pour les repas, et les collations, c'est toujours plus stratégique quand même d'y penser un peu d'avance, idéalement au repas précédent. Donc au déjeuner, déjà on regarde un peu qu'est-ce qu'il y a dans le frigo pour le lunch. Au lunch, on regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans le frigo pour le souper. Si c'est vous qui êtes en charge de faire le souper, ben on peut toujours, une fois avoir fini notre lunch, commencer à faire un petit peu de préparation pour le souper. Comme ça, quand on a faim rendu à l'heure de souper, ben c'est beaucoup plus rapide de cuisiner. Si c'est plus vos parents qui cuisinent, ben à ce moment-là, ça pourrait être le fun, tu sais, au lunch. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Peut-être de prendre le temps aussi de justement cuisiner avec vos parents ou du moins de mettre la main à la pâte. Donc, bref, lorsqu'on planifie un peu plus d'avance ce qu'on va manger, généralement, on va être plus en mesure non seulement de gérer les quantités, mais aussi de gérer la qualité de ce qu'on mange. Donc, par rapport au repas, mais même au niveau des collations, qu'est-ce qu'on mange en termes de type d'aliments? Ben c'est sûr que ce qui est le plus soutenant, c'est généralement les aliments qui vont être riches en protéines et riches en fibres. Donc là, pour ceux qui n'ont pas eu encore leur cours de sciences en secondaire 3, les protéines, on en retrouve beaucoup dans la viande, le poisson, les légumineuses, le tofu, on en retrouve dans les produits laitiers. On en trouve dans les noix, dans les graines, donc tofu, etc., ça rentrerait là-dedans. Les protéines, ça a vraiment un effet, ce qu'on appelle satiogène. Ce que ça veut dire, c'est que ça va nous soutenir, ça va nous rassasier sur le coup, mais aussi plus longtemps au fil de la journée. Donc, super important dans les repas d'avoir une bonne source de protéines. Donc, au déjeuner, ça pourrait être des œufs, ça pourrait être du yogourt, ça pourrait être un beurre de noix, ça pourrait être du lait, etc. Donc, c'est important tant au niveau du déjeuner, du dîner, du souper qu'il y ait des protéines. Deuxième chose qui est importante, c'est d'ajouter des fibres. Donc, les fibres, on en retrouve beaucoup dans les fruits, dans les légumes. Donc, les légumes super riches en fibres, mais aussi dans tout ce qui est grains entiers. Donc, quand on parle, disons, de quinoa, si on parle de riz brun, si on parle de pain avec soit une farine de blé entier, de seigle, d'épeautre, etc. Donc, tous les grains entiers, les légumineuses aussi, sont très riches en fibres. Puis ça, c'est super intéressant d'en ajouter à chacun des repas pour justement avoir un effet un petit peu plus rassasiant, un peu plus satiogène. Donc, ça, c'est pour les repas. Pour les collations, dans le fond, ce qui est aussi stratégique, dans le fond, c'est peut-être même de le préportionner d'avance. Si vous êtes du style à dire, ouais, moi, quand j'ai faim, là, à 5 heures l'après-midi, j'ouvre l'armoire, je prends un sac de chips, puis là, j'en prends une poignée, puis hop, finalement, j'ai vidé le sac. Ou ça du style à vous asseoir devant le fauteuil, puis à grignoter sans vraiment vous rendre compte de ce que vous mangez. Ce qui est important, c'est de prendre une assiette, un bol, et de mettre une portion que vous jugez raisonnable dedans pour qu'une fois que vous êtes assis devant la télé, une fois que vous êtes dans le fond, dans la pièce où vous voulez manger, ben, qu'une fois le bol fini, que vous puissiez faire comme, oh, est-ce que j'ai encore vraiment faim? Est-ce que, dans le fond, je m'en resserre encore? Ou, ah non, c'est vrai, je vais attendre le souper, là, je me suis quand même servi une bonne portion. Donc, le plus possible, essayez de portionner d'avance si vous êtes du style à grignoter un peu sans arrêt. Et puis, ben, ce qui serait peut-être plus à éviter, je dirais, en termes d'aliments, de type d'aliments, c'est sûr, c'est tout ce qui est très riche en gras ou ce qui serait très sucré. Donc, je vous apprendrai peut-être pas grand-chose en vous disant ça. Les nutritionnistes, je sais quand des fois on dit faut pas manger trop de sucre, faut pas manger trop de gras, etc. Pourquoi? C'est sûr que si vous vous entraînez moins qu'à l'habitude, votre dépense énergétique est diminuée, ben c'est sûr que votre corps a besoin de nutriments clés, a besoin d'une bonne nutrition, mais les gras, donc tout quand on parle d'huile, de vinaigrette, de crème, de beurre, de même tout ce qui est noix, fromage, c'est des bons aliments, mais c'est sûr que c'est des aliments qu'on appelle denses en énergie. Donc pour un petit volume, même si on consomme une petite quantité, ça va contenir beaucoup de calories dans un petit volume. Donc ce que ça fait, c'est que quand on en mange régulièrement ou qu'on est habitué de manger ces aliments-là, puis que là on s'entraîne moins, ben c'est sûr que on finit des fois par, sans même vraiment s'en rendre compte, on finit par avoir des calories superflues. Donc, tu sais, peut-être juste de faire attention quand vous mettez de la vinaigrette dans votre salade, juste de pas exagérer.
Si, disons, vous faites des pâtes, ben peut-être essayer de mettre une tonne de parmesan dessus ou d'éviter les sauces Alfredo, les sauces crème. C'est sûr que c'est des sauces qui sont beaucoup plus denses en énergie. Même le pesto, qui est un aliment super santé, mais c'est sûr que c'est très riche en huile. Fait que, tu sais, ça veut pas dire de pas en mettre. C'est juste de porter une petite attention particulière de plus au gras. Puis c'est sûr que les sucres, quand on parle de sucre, ben moi je parle surtout de sucre raffiné, là, comme des boissons gazeuses, même le jus de fruits, c'est 100% fruits, mais il reste que c'est un sucre libre, c'est un sucre qui va pas vraiment être rassasiant comme si on mangeait le vrai fruit. Donc, ce que ça fait, c'est que quand on mange des vrais aliments, ça nous soutient beaucoup plus que si on les buvait ou si on prend des quantités, disons qu'on se fait des crêpes le matin et puis qu'on met plein de sirop d'érable dessus, ben sans même s'en rendre compte, on rajoute quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de calories. C'est peut-être des calories qui sont pas aussi bien utilisées que lorsque vous entraînez à temps plein. Donc, encore là, c'est pas non plus le message, c'est pas de dire on mange plus de sucre, on mange plus de gras. Non, le message, c'est juste de vraiment être soucieux des quantités qu'on met, puis peut-être d'y aller un petit peu plus mollo qu'on le ferait en période habituelle d'entraînement régulier. Par rapport au repas, juste pour terminer sur les repas, je voulais vous dire dans le fond que si vous voulez une image un peu plus, une image qui vaut 1000 mots, une image pour vous guider un petit peu plus au niveau de la proportion des aliments qu'on devrait mettre dans notre assiette. Vous pouvez aller voir là, le nouveau guide alimentaire canadien. Je sais qu'il y en a certains dans les écoles qui les ont vus passer. Là, c'est sorti il y a 1 an environ. C'est vraiment, je pourrais partager le lien aussi là à la fin du Facebook puis du Instagram Live. Je pourrais partager le lien. Mais c'est vraiment une assiette dans le fond. C'est une assiette, un visuel d'assiette où on voit très bien que la moitié de l'assiette, idéalement, c'est des légumes ou des fruits, par exemple, surtout au déjeuner. Le quart de l'assiette, c'est des protéines. Donc, là, en passant, on n'a pas enlevé, certaines personnes ils me disent « Hey, on a enlevé les produits laitiers du nouveau guide alimentaire canadien. » On les a pas nécessairement enlevés, on les a juste intégrés dans la catégorie des protéines. Donc, exemple, si vous mangez du yogourt le matin, c'est un aliment protéiné au même titre que des œufs, par exemple. Donc, vraiment la moitié de l'assiette, des légumes, des fruits. L'autre quart, c'est vraiment une source de protéines, un aliment qui contient des protéines. Et l'autre quart, ça serait à ce moment-là des aliments qui contiennent des fibres, comme les grains entiers. Mais moi, je mettrais dans cette catégorie-là, je sais que le guide alimentaire le fait pas vraiment sous forme d'image, mais les pommes de terre, le maïs, les petits pois, la famille des courges, donc courges musquées, courges poivrées, courges spaghetti, etc. Ça va dans la section des aliments qui sont riches en fibres. Donc, je sais que dans le guide alimentaire canadien, ils ont mis les petits pois, le maïs, les pommes de terre dans la section légumes. C'est vrai que c'est des légumes, mais c'est des légumes qui contiennent beaucoup plus d'amidons. Donc, moi, je les mettrais vraiment dans la section où ça va être marqué aliments à grains entiers, riches en fibres. Donc ça, comme je vous dis à la fin là, du Facebook Instagram Live, je pourrais mettre le lien là, vers le guide alimentaire. Si vous voulez avoir vraiment un visuel, ça peut vraiment vous aider là, à mieux planifier les repas à la maison. C'est sûr que c'est vraiment une image qui vaut 1000 mots, surtout dans un repas où est-ce que vraiment on sépare, là, tu sais, vraiment on a les légumes d'un bord dans notre assiette, on a notre poisson de l'autre bord, puis on a notre riz à côté. Là, on peut vraiment le voir si vraiment on respecte cette proportion-là. Ce qui est un petit peu plus difficile, c'est dans des mets composés. Tu sais, comme exemple, un pâté chinois, ou une lasagne ou une quiche, ben là, c'est difficile des fois de savoir, j'ai-tu vraiment la moitié de ma quiche sous forme de légumes, même si j'ai mis des épinards puis du brocoli. C'est vrai que c'est un peu plus difficile de le visualiser à ce moment-là. C'est sûr que si c'est des recettes que vous faites vraiment souvent, bon, vous pourriez quand même essayer de voir proportionnellement avant d'assembler tous les aliments, est-ce que ça représente à peu près ces proportions-là. Sinon, ben, tu sais, il faut vraiment y aller avec la logique. Là, on regarde un peu qu'est-ce qu'il y a dedans, puis en cas de doute, ben, on rajoute des légumes. Dans le fond, on peut toujours manger, exemple, une quiche avec une salade à côté. On peut quand même manger une lasagne avec, encore là, des crudités avant de manger notre plat. On peut agrémenter un pâté chinois de fèves vertes ou d'asperges, ou etc. Donc, servez-vous peut-être des portions un petit peu plus petites qu'à l'habitude, exemple de votre lasagne, mais accompagnez ça ou même commencez votre repas. À vrai dire, ça pourrait être vraiment un autre très bon truc. Commencez vos repas avec soit une salade, des crudités, une soupe, un potage. Ça peut être des tomates coupées, genre une salade grecque, des tomates bocconcini, etc.
peu importe, dans le fond, les légumes, mais essayez peut-être de bonifier votre repas avec une entrée à base de légumes. Comme ça, ben, vous allez être plus en mesure de diminuer un peu la portion que vous serviez avant dans les repas pour l'adapter en période où vous vous entraînez un peu moins. Donc, je pense pas qu'il y ait de questions à date. Je vais juste vérifier vite fait. Non, je pense pas qu'il y ait de questions. Donc, je continue. Jonathan Bolduc me demande, on peut-tu avec des fruits? Donc, pour remplacer les légumes, dans le fond, là, c'est un peu la question. Si c'est ça, dans le fond, oui, les fruits, c'est riche en fibres. C'est sûr que c'est plus riche en glucides. Ce que ça veut dire, c'est que ça contient pour le même volume, disons, si on compare une pomme avec une carotte ou un céleri, c'est sûr qu'il y a plus d'énergie dans le fruit que dans le légume. Mais tout à fait, là, tu sais, c'est sûr, dans notre culture, c'est rare qu'on va manger beaucoup de légumes au déjeuner. Donc, oui, là, on pourrait se faire, exemple, un déjeuner qui aurait vraiment cette proportion-là, ben, ça pourrait être du yogourt avec des fruits, puis on rajoute un peu de granola ou des céréales ou du gruau avec ça, puis on aurait tout de même cette proportion-là comme dans le guide. Fait que oui, les fruits, ça rentre dans la même catégorie que les légumes en termes du guide alimentaire canadien. Mais c'est sûr que je vous recommande quand même d'essayer le plus possible de garder peut-être les fruits plus au déjeuner, dans les collations, ça peut être après les repas aussi si vous avez encore faim, puis de vraiment maximiser dans l'assiette au niveau du dîner et du souper les légumes le plus possible. Donc ça, c'est pour les repas. J'aimerais ça, après ça, qu'on parle de signaux de faim et de satiété. Donc, je sais pas si c'est quelque chose qu'on vous a déjà parlé de vos signaux internes. On est né avec ça. Les bébés, ils les gèrent super bien, les enfants généralement aussi. Puis plus on vieillit, des fois, plus nos signaux de faim, satiété, on les oublie un peu. On mange parce que c'est l'heure de manger. On mange parce que tout le monde mange devant nous. On mange soit au-delà de notre faim, puis juste parce que c'est bon, puis par gourmandise. Des fois, notre corps nous le dit, hey, j'ai plus faim ou ah, j'ai vraiment faim, mais là, on les ignore ou au contraire, on mange au-delà de notre faim. Fait que c'est quelque chose qui est peut-être très, très simple, très, très inné en nous. Mais souvent oublié, souvent ignoré, je pourrais dire. Puis, c'est un peu la base de l'alimentation, dans le fond. Fait que la vraie faim, c'est quoi? Une vraie faim, c'est une faim où est-ce que vraiment on va avoir l'estomac qui nous gargouille, qui nous tiraille. Ça peut venir aussi avec une baisse d'énergie, une sorte d'humeur. Là, on est plus à fleur de peau. On a faim, on le sent. Là, on le sent qu'on a besoin de manger. Puis quand on se met à manger, c'est vraiment bon parce que là, c'était vraiment plus que le temps. Donc, ça, c'est un signe que votre corps vous envoie. Et oui, c'est un signe que c'est important de manger. Donc, généralement, si on fait une échelle de 0 à 10, 10 étant on est affamé, 0, on est bourré, on n'a vraiment pas faim. Quand quand on arrive dans le fond au niveau du repas, on devrait être à 8, 9 sur 10. Si on est à 10 sur 10, c'est peut-être parce que là, on a vraiment attendu encore un petit peu trop longtemps. Donc, idéalement, vraiment, fiez-vous à votre faim pour vous dire oui, c'est le temps de manger. Là, vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans, mais des fois, on mange pour gérer les émotions. Tu sais, quand on dit « moi, je mange mes émotions », ce que ça veut dire, c'est que on va manger parce que soit qu'on s'ennuie, soit parce qu'on est anxieux, on est stressé, on va manger parce que tout le monde mange devant nous, puis on célèbre quelque chose. Donc, des fois, on mange plus pour soit gérer un état négatif, parce qu'on est frustré ou peu importe, on est fâché, ou au contraire, on mange parce qu'on est tellement heureux que là, on mange puis on n'arrête pas de manger juste parce que c'est bon puis c'est le fun puis on partage un bon moment en famille. Donc, oui, c'est tout à fait normal, dans le fond, de partager des bons repas avec des gens qu'on aime. Mais quand on parle de vraiment une fausse faim, c'est quand on va manger pour combler un vide. Donc, vraiment, c'est comme un geste qui est associé à un autre, qui est associé à une émotion, puis qui va se répéter dans le temps. Donc, ce qui va faire qu'à chaque fois qu'on est, dans le fond, on s'ennuie, on est à la maison, on n'a rien à faire, il y a comme une clochette qui sonne dans notre tête. J'ai faim, j'ai goût de manger des biscuits.
Fait que c'est comme un peu un pattern. Dans le fond, c'est une habitude qui s'est, dans le fond, intégrée que quand on vit une émotion particulière, ben, dans le fond, on va tout le temps vers le même geste où on pense toujours à gérer cette émotion-là avec la nourriture. Donc, la première étape, là, c'est peut-être de voir si, effectivement, c'est un peu vous, ça. Est-ce que c'est réellement quelque chose qui arrive là dans votre quotidien de manger parfois, même si vous n'avez pas vraiment une réelle faim, c'est juste un pattern, une habitude. Une fois qu'on a reconnu ce geste-là et la source, donc est-ce que c'est associé à une émotion? Ah oui, c'est vrai, c'est tout le temps parce que je m'ennuie. Ah oui, c'est tout le temps parce que je suis frustrée, ou etc. Une fois qu'on l'a identifié, ben là, il faut trouver des alternatives. Donc, des alternatives efficaces, ça serait de remplacer un geste par un autre. Comme quelqu'un qui arrête de fumer, on ne dit pas juste « Hey, arrête de fumer du jour au lendemain, puis ça va passer ». Non, idéalement, il faut remplacer un geste par un autre. Donc, c'est la même chose. T'sais, si vous êtes habitué, là, à chaque fois que vous êtes stressé, vous mangez des chips, ben là, c'est juste de vous dire, ben, OK, ça, c'est ce qui se passe. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire plutôt que systématiquement d'aller vers ce geste-là? Est-ce qu'il y a autre chose qui me changerait les idées, qui me permettrait de me déstresser ou de me défrustrer ou de me désennuyer, qui va être agréable, qui va quand même sécréter de la sérotonine dans votre corps puis du bonheur, parce que manger, c'est tout le temps bon, mais il y a d'autres choses qui sont également, qui vont également vous faire plaisir. Fait que là, on est tous différents. Il y en a pour qui ça va être aller prendre une marche d'or. Il y en a d'autres, ça va être pour qui, ah, moi, je me fais couler un bain, là, je relaxe, je lis mon magazine dans le bain, puis j'adore ça. Il y en a d'autres que ça va être juste, moi je change de pièce là, quand je me mets à avoir faim puis que je réalise que je veux juste manger du chocolat, ben je me prends un morceau de chocolat puis je m'en vais au sous-sol, je m'en vais dans ma chambre, peu importe, mais je change de pièce juste pour, dans le fond, plus être dans le garde-manger. Il y en a d'autres qui vont dire, ben moi j'aime ça lire un livre, ah, moi j'aime ça écouter un film, j'aime ça peu importe qu'est-ce que vous aimez faire. Ça peut être appeler votre ami, faire un jeu vidéo, etc. Tu sais, dans le fond, on est tous différents. Fait que c'est peut-être de les lister, tu sais, quand ça arrive, là, vraiment, vous remarquez que vous mangez puis vous n'avez pas besoin de manger. Mais peut-être commencer à vous faire une liste de choses que vous pourriez essayer pour vous divertir, pour changer un geste par un autre. Puis généralement, plus on met ça en application, donc ça se réglera peut-être pas du jour au lendemain. Au début, vous allez voir, ça va être un peu difficile, mais plus vous allez vous mettre en pratique, dans le fond, plus vous allez vous mettre au défi de vous trouver d'autres alternatives, plus que vous allez vivre des moments de succès, dans le fond, qui vont fonctionner, plus que là, vous allez gagner en confiance, puis plus que vous allez changer vos habitudes. Donc, c'est sûr qu'il va falloir que vous le répétiez plusieurs fois pour en venir à vraiment vous départir d'une habitude. Comme je vous dis, ça va peut-être pas se changer du jour au lendemain. Il faut être patient. Mais généralement, c'est vraiment au fil de quelques jours, quelques semaines peut-être, qu'à un moment donné, vous allez vous départir de cette fausse faim-là ou de cette mauvaise habitude-là. Je pourrais le partager aussi tout à l'heure, mais il y a un site qui est vraiment bien. Ça s'appelle j'écouteMafaim.com. Et il y a un quiz sur ce site-là où vous pouvez justement évaluer, êtes-vous un mangeur qui mange avec une vraie faim ou avec une fausse faim. Ça donne également des outils. Donc, c'est un quiz. Je vais le partager tout à l'heure, puis vous pourrez aller vous évaluer à ce niveau-là. Donc, je vois toujours pas de questions. Donc, je continue. J'espère que dans le fond, ça répond à date à vos besoins. Troisième chose que je voudrais vous parler, c'est au niveau de l'hydratation. Donc, quand on s'entraîne, ben c'est sûr qu'on transpire généralement là, dans la plupart des sports, autant sport d'hiver que sport d'été, même si on le sent pas des fois, mais on perd de l'eau via la respiration et bien sûr par la transpiration quand on veut gérer notre température interne. Donc, c'est sûr, les sports d'été, généralement, on a besoin de plus nos besoins hydriques, nos besoins en eau sont plus grands que les sports d'hiver. Quoique des sports comme le hockey, ski de fond, des sports plus aérobiques, c'est sûr que là, généralement, on le sent qu'on a besoin de plus d'eau que, exemple, ski acrobatique ou des sports comme plus patins artistiques, etc. Mais c'est super important tout de même de bien s'hydrater. Pourquoi je parle d'hydratation? C'est qu'il y a un lien, dans le fond, entre la faim
et la soif. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, ce qui arrive, c'est que notre corps nous envoie un signal comme quoi il a besoin de quelque chose. Nous, on l'interprète par « Oh, j'ai faim, j'ai comme un creux, j'ai l'estomac j'ai comme l'impression que j'ai besoin d'énergie. » Et on peut confondre ce signal-là que notre corps nous envoie qui, en bout de ligne, nous dit « j'ai soif » par « j'ai faim ». Donc, c'est deux signaux qui quand même qui se ressemblent. Oui, la soif, généralement, va venir avec la bouche un peu plus sèche, on va avoir le goût de boire de l'eau, mais des fois, ça vient plus par un tiraillement d'estomac ou par l'impression qu'on a besoin de manger pour nous donner de l'énergie. Et donc, faut vraiment être alerte à ça parce que ça se ressemble comme signal, mais c'est pas exactement le même. Donc, bref, ce que je veux vous dire, c'est que ce qui est super important, c'est que même si vous êtes plus à la maison, vous bougez moins, vous vous entraînez moins, quand votre corps vous dit il est 4 heures l'après-midi, j'ai le goût de manger un petit quelque chose, prenez-vous quand même un verre d'eau avant de vous en aller vers le frigo. Essayez juste de voir, juste en prenant votre verre d'eau, est-ce que dans le fond, ça gère un peu votre faim? Est-ce que 5 minutes après, vous avez encore aussi faim? Si oui, ben là, c'est une vraie faim. Donc, même à la maison, si vous bougez moins, gardez l'habitude de boire régulièrement dans la journée. Quelle quantité? Là, ça, c'est une question, une question piège. C'est difficile de répondre à la question avec un chiffre extrêmement précis parce qu'on est tous différents, on est tous de grandeur différente, on a tous une surface corporelle différente. Ça dépend de notre environnement. Il fait chaud chez nous, il fait froid. Qu'est-ce qu'on fait quand même dans notre journée en bout de ligne? Mais je vous dirais qu'en 2-3 litres de liquide par jour, ça pourrait être quand même une bonne idée là, des besoins sans entraînement. Et ça inclut le lait, les soupes, les potages, tous les liquides. Là. Quand je dis c'est d'un 2-3 litres, là, ça inclut généralement les aliments qui sont très liquides. Même les légumes là, qui sont à 80% d'eau pourraient rentrer là-dedans. Donc, moi, je vous dirais, essayez de viser au moins 1 litre par jour de liquide, vu qu'il y en a naturellement dans certains aliments. Idéalement 2. Un autre bon conseil, à vrai dire, un meilleur conseil que juste une quantité à viser, ça serait que votre urine soit relativement claire lorsque vous allez à la toilette. Je sais que ça peut paraître fou, là, mais quand on va à la toilette, généralement, si on regarde notre pupille, ça devrait être assez jaune pâle, jaune très clair, pas nécessairement transparent au point d'y aller à chaque demi-heure à la toilette, mais ça devrait être vraiment assez clair. Donc ça, c'est vraiment un signe que vous êtes bien hydraté. Si vous voyez que votre urine est plus jaune Gatorade ou jaune jus d'orange, oh là, ben là, c'est sûr que c'est que vous avez définitivement pas assez bu dans votre journée. Donc, hydratation, entraînement ou pas, ou entraînement moins intense, même si vous sentez que vous transpirez moins qu'à l'habitude dans votre sport habituel, continuez tout de même de bien vous hydrater tout au long de la journée. Puis surtout quand vous ressentez la faim que « Oh, ça fait 2 heures que j'ai dîné, mais j'ai encore faim », prenez un bon verre d'eau avant de vous lancer vers la collation, juste pour être sûr que c'était pas vraiment la soif que votre corps vous envoyait comme signal. Ceux qui aiment moins l'eau, petite parenthèse, ceux qui aiment moins l'eau, vous pouvez mettre dans le fond des agrumes dans votre eau, vous pouvez faire des tisanes que vous mettez au froid pour donner du goût, du punch là dans votre eau. Des fines herbes aussi. Vous pouvez même faire, tu sais, si vous aimez vraiment, vous êtes un fanatique de jus, vous pourriez faire juste un jus un peu plus dilué. Mais c'est sûr que vraiment, je vous suggérerais le plus possible de maximiser l'eau et non pas les boissons sucrées pour vous hydrater. Donc, c'est sûr que là, en période où ce que vous bougez moins, c'est sûr que vous avez moins besoin de glucides, puis il y en a énormément dans les boissons sucrées. Donc, le plus possible vraiment de vous faire plus juste de l'eau, des thés, des tisanes, ça serait vraiment ce que je vous recommanderais le plus. Petite parenthèse au niveau de l'alcool, j'espère que c'est pas dans vos habitudes, mais je veux quand même vous en glisser un mot comme quoi l'alcool nuit au sommeil, ça nuit à la récupération, même si vous entraînez moins qu'à l'habitude, c'est sûr que c'est pas idéal pour vraiment maximiser la récupération si vous continuez tout de même de vous entraîner. Il y a différents désavantages au niveau de la santé aussi, là, si on commence à boire de l'alcool régulièrement. Mais c'est sûr que ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que l'alcool, même à petite dose, c'est
des calories superflues. C'est pas des calories vraiment que notre corps va utiliser pour nous nourrir, pour nous donner de l'énergie. Donc, c'est sûr que si avec vos parents, vous avez commencé à prendre l'habitude de prendre un verre de vin à chaque repas, ou vous aimez l'alcool, peu importe, c'est sûr que ça serait le plus possible à éviter là, pour mieux gérer votre poids pour le retour à l'entraînement qui devrait se faire quand même dans les prochaines semaines. Donc, voilà pour l'alcool pour les athlètes plus vieux de 18 ans et plus. Maintenant, ce que j'aimerais parler, c'est des aliments qui sont un peu plus associés à le sucre ou les croustilles, etc. On ne devrait pas manger ça parce que c'est pas santé. Donc, il y a plusieurs aliments des fois que je vois les athlètes mettre ça un peu dans un coffre, c'est interdit. Donc, ça peut être des desserts, ça peut être chocolat, ça peut être des jujubes, ça peut être donc toute la famille des aliments très sucrés, comme ça pourrait être la famille des aliments plus gras et salés, comme des croustilles, des frites, même le fromage, il y en a certains qui mettent ça dans cette catégorie-là. Donc, ils vont, tu sais, dans le fond, on a tous un peu nos préférences. Il y a des aliments qu'on aime beaucoup. Puis là, il y en a certains athlètes qui me disent, ouais, mais moi, quand j'ouvre un pot de Nutella, là, c'est sûr que je passe au travers, là, parce que j'aime trop ça. Donc, est-ce qu'on devrait vraiment les éviter? Est-ce qu'on arrête d'en acheter? Donc, moi, je vous dirais, honnêtement, la réponse à ça, c'est que c'est mieux de ne pas entretenir un coffre où est-ce qu'on met tous ces aliments-là là-dedans comme étant interdits. Moi, je ne promouvois aucun athlète à complètement retirer au complet dans notre alimentation. Pourquoi? Parce que c'est assez bien démontré que lorsqu'on entretient une relation de restriction avec un aliment, donc si on se restreint, généralement, quand on va tomber dedans, on va avoir de la difficulté à arrêter, donc on appelle ça une compulsion. Et puis là, après ça, on va se sentir coupable, et puis là, on va se restreindre à nouveau. Donc, c'est un peu ce qui décrit aussi le cercle vicieux des diètes, des régimes. On se restreint, on veut perdre du poids, mais là, on s'est tellement restreint que là, on pense juste à manger les choses qu'on n'a pas mangées pendant quelques semaines. On reprend notre poids, on se sent coupable parce que là, on se dit, moi, j'ai tout fait ça pour rien. Et là, on recommence. Donc ça, c'est assez bien démontré que c'est pas efficace. C'est pas efficace non seulement pour notre santé, pour notre perte de poids, mais aussi c'est pas efficace pour la santé mentale qui est hyper importante. Donc, c'est là qu'on peut facilement tomber dans le panneau des troubles alimentaires si on entretient une relation trop malsaine avec les aliments. Donc, moi, je vous dirais, c'est correct que vous mangez ce que vous aimez vraiment manger. Si vraiment pour vous, le Nutella, vous adorez ça, OK, peut-être pas le mettre en premier plan dans votre garde-manger pour qu'à chaque fois que vous l'ouvrez, c'est ça qui vous qui vous saute dans le visage. Mais moi, je vous dirais, c'est mieux d'en manger soit quotidiennement une quantité qui pour vous est raisonnable. Donc, une cuillère à soupe de Nutella sur votre toast, c'est pas ça qui va faire une grosse différence dans votre poids ou dans votre santé en général. Donc, encore là, c'est à vous de fixer la quantité que vous jugez raisonnable. Ou il y en a d'autres de mes athlètes qui me disent, ben moi j'aime mieux pas trop en manger, mais quand je mange un dessert, je mange la quantité que je veux, puis j'en mange une fois par semaine, mais j'aime mieux pas en avoir à tous les jours juste pour pas tomber dans l'habitude, mais quand j'en mange, je mange vraiment le dessert que ça me tente. C'est aussi sain comme réponse et comme solution. Donc, moi, je vous dirais, plutôt que de vraiment les éliminer complètement, donnez-vous des objectifs à vous-même, des objectifs qui, quand je dis objectif, dans le fond, c'est plus une quantité ou une fréquence qui pour vous est réaliste. Donc là, je vois la question des hot dogs. Ben, c'est correct de manger des hot dogs, mais pour toi, Jonathan, c'est quoi la fréquence ou la quantité que tu juges réaliste et réaliste de manger? Donc, tu vas peut-être me répondre, ah, moi, j'en mange 2 hot dogs une fois par semaine, c'est bien correct, je suis vraiment heureux. Peut-être tu vas me dire, ah, moi, j'en mange pas, mais quand j'en mange 4, puis vraiment, là, je suis super heureux, puis après ça, j'en mange pas pendant 2 mois. Tu sais, dans le fond, c'est vraiment ça, c'est de vous poser la question, ben, OK, je sais que c'est des aliments qui sont pas très santé. Je sais que dans le fond, c'est peut-être pas des aliments que je vais manger au quotidien nécessairement ou en grosse quantité parce qu'effectivement, je m'aiderai pas dans mon objectif. Mais à quelle fréquence je pourrais en manger sans que ça ait trop d'impact et que je puisse tout de même être très satisfait quand j'en mange. Donc vraiment, la satisfaction,
C'est vraiment le mot-clé derrière tout ça. C'est super important que quand on mange, ce soit des choses qu'on aime. C'est primordial de savourer à fond. Pendant qu'on mange nos hot dogs, qu'on mange un sac de chips, c'est vraiment de prendre le temps de déguster aussi chaque bouchée, plutôt que déjà de penser à la conséquence. Oh my god, là, je vais finir le sac de chips, je vais tout de suite aller courir après parce que là, j'ai mangé bien trop. Donc, de vraiment savourer, puis d'être dans le moment présent et non pas dans le moment futur de conséquences. Donc, de terminer aussi ce moment-là par un moment, dans le fond, par une pensée positive. Yes, j'ai mangé mes hot dogs et que c'était bon. Plutôt que, j'ai pas été bonne, j'ai triché, j'ai mangé des hot dogs, j'aurais donc pas dû, je vais me punir avec ça, puis demain, je vais manger juste de la salade. Ça, on entretient une relation malsaine avec l'aliment. On est en train de se monter contre les hot dogs, alors que, dans le fond, il n'y a rien de mauvais là à manger des hot dogs, c'est juste une question de quantité puis de fréquence. Donc, comme je vous dis, garder une attitude positive de façon à entretenir une bonne relation avec la nourriture. Si jamais là vous voyez que pour vous là c'est difficile, c'est soit noir ou blanc, vous avez de la difficulté à jongler avec ça. Pour vous là, vous avez toujours été un peu dans ce pattern-là toute votre vie. N'hésitez pas là à me faire signe. Là, c'est quelque chose qu'on peut regarder de façon beaucoup plus individuelle. Je peux vous donner des astuces beaucoup plus adaptées à vous. N'hésitez pas là à en parler ou dans le fond à Heidi qui s'occupe des programmes au CDESL. De voir si pour y avoir une consultation en nutrition, si c'est vraiment quelque chose pour vous qui est difficile. Donc, il nous reste 2 points à couvrir. Cuisiner maison, dans le fond, là, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui ont juste pas le choix de cuisiner maison parce que les restaurants ne sont plus ouverts. Faut soit faire de la livraison à domicile, puis c'est plus compliqué d'aller au resto puis de manger des poutines. Donc, des fois, ça fait comme une pierre deux coups. On n'a pas le choix. Il faut faire une épicerie, faut cuisiner à la maison. Donc, déjà là, je pense que le confinement amène, dans le fond, c'est peut-être un des avantages de ce confinement-là, ça nous amène à se débrouiller puis à cuisiner davantage. Donc, en cuisinant à la maison, c'est sûr que ça s'est bien démontré aussi. Généralement, on va mettre des aliments qui sont beaucoup plus de qualité au menu. Donc, c'est sûr, ça commence avec l'épicerie. Quand on fait notre liste d'épicerie, c'est déjà de penser à des bonnes choses qu'on pourrait mettre sur notre liste d'épicerie. Donc, on peut mettre l'emphase sur justement les fruits, les légumes, tous les aliments, dans le fond, qui sont vraiment riches, comme je vous disais tout à l'heure, plus en fibres, en protéines, aller chercher des aliments qui sont beaucoup plus nutritifs. Donc, ça commence avec l'épicerie. Puis c'est sûr qu'après ça, comparé à quand on va au restaurant, c'est sûr qu'on est plus en mesure de gérer aussi les quantités qu'on sert. C'est sûr qu'on va au restaurant puis qu'on reçoit notre club sandwich, c'est tentant de vouloir le manger au complet parce que c'est bon. Puis il y a bien des frites, il y a 3 tranches de pain dans notre club sandwich, puis des fois, sans même s'en apercevoir, on l'a fini alors que c'était une quantité qui était beaucoup trop grosse pour notre dépense énergétique. Alors que quand on est à la maison, non seulement on est capable dans le fond, travailler sur la répartition de notre assiette, mais aussi au niveau de la qualité. Donc, si on veut vraiment se faire un club sandwich, c'est correct, mais peut-être qu'on va dire OK, je vais me faire, dans le fond, une salade plutôt que de me faire cuire des frites dans la friteuse. Fait que c'est sûr que de cuisiner maison, ça l'amène, dans le fond, c'est comme une pierre deux coups. Généralement, on mange mieux, puis on est en mesure, si on veut, on veut s'aider à gérer les quantités aussi qu'on sert quand il est le temps de manger notre repas. Pour les gros mangeurs, ceux qui aiment ça avoir une assiette bien pleine, moi, je vous dirais prenez le temps quand même de manger. Je réalise souvent qu'on mange vite. On mange parce que c'est bon, puis on mange parce que le but, c'est de finir l'assiette le plus possible parce que c'est bon. Ralentissez un petit peu la cadence. Vous allez voir, là, dans le fond, que plus on mange lentement, plus que nos signaux de satiété sont aiguisés. Donc, quand on mange plus lentement, généralement, on va être en mesure de ressentir qu'on a moins besoin de se servir une deuxième assiette. Aussi, d'utiliser des assiettes, ça peut paraître fou là, comme truc, mais d'utiliser des assiettes qui sont plus petites. Ce que ça fait, c'est que on a comme une illusion d'optique que si on prend une assiette plus petite puis qu'on la remplit plus, on a l'impression de manger autant et même plus que si on a une grande assiette, mais qu'elle est à moitié pleine.
Donc, ça aussi, là, essayez le plus possible de manger avec vos yeux, oui, et dans le fond, d'utiliser des repères comme ça. Là, il y a une question du bœuf. Du bœuf, je sais pas exactement c'est quoi la question avec le bœuf, donc peut-être Jonathan, tu peux spécifier. Par rapport à cuisiner aussi, je voulais vous partager quelques coups de cœur que moi j'ai pour des sites, autant sur les réseaux sociaux que des sites web, qui proposent des recettes qui sont relativement santé et bien équilibrées si vous voulez cuisiner à la maison de ce temps-ci. Un de mes sites préférés ces jours-ci, c'est le site savourer.ca. C'est le site de Geneviève Ogliman, qui est une nutritionniste qui avant faisait Famille futée. Je sais pas s'il y en a pour certains que ça vous dit quelque chose. C'est des livres Famille futée, mais il y avait aussi l'émission à la télé Cuisine futée, Parents pressés. Donc, Geneviève Ogliman a, dans le fond, maintenant son propre site web avec un dossier vraiment spécifique avec, dans le fond, la COVID en ce moment. Donc, ça peut vraiment être un site de référence là, pour vous aider à cuisiner, à vous débrouiller à la maison. Vraiment des trucs aussi pour faire l'épicerie, etc. Donc, c'est vraiment un site de référence qui est vraiment assez complet. Il y a aussi le site Science et Fourchette, c'est un autre site de référence que j'aime bien. Il y a des beaux articles aussi décrits sur la nutrition, des belles recettes. Donc ça, c'est un autre site très intéressant. Sur le site de Vivaille, dans le fond, moi, je suis nutritionniste affiliée avec l'équipe Vivaille, expert en nutrition. Donc, si vous allez sur nos réseaux sociaux, si vous allez aussi sur notre site web, il y a une section blog, recettes, où vous pouvez voir aussi là, nos coups de cœur. Donc, ça serait peut-être là mes trois sites à vous partager si vous voulez un peu plus d'inspiration, quoi cuisiner de santé. Dernier point, donc je vais terminer avec ça. Dans le fond, c'est sur le sommeil. Pour certains, vous avez peut-être remarqué que lorsque vous êtes fatigué, quand vous manquez de sommeil, vous avez plus faim, vous avez tendance à manger des aliments qui sont plus denses en énergie, plus caloriques, soit plus sucrés, plus gras. C'est normal. Dans le fond, il y a vraiment une explication physiologique à cette réaction-là. Ce qui arrive, dans le fond, c'est que quand on est fatigué, même quand on est stressé, il y a certaines hormones, comme le cortisol, qui va être plus élevé et qui, à son tour, va venir jouer un tour au niveau des hormones qui gèrent nos signaux de faim, de satiété, comme la leptine. Et ça va se traduire par « je suis fatiguée, j'ai plus faim, j'ai besoin d'un boost, j'ai besoin d'énergie ». Et puis là, c'est généralement pas les carottes qu'on va aller chercher dans le frigo. Ça va être quelque chose qui est compact en énergie. Fait que c'est là qu'on va avoir le goût de manger un bol de céréales, ou on va avoir le goût de manger des biscuits, on va avoir le goût de manger un hamburger, ou peu importe. Mais essayez de porter attention à ça. Les journées où vous êtes plus fatigué, vous avez moins bien dormi, ou si vous êtes stressé pour une raison X, est-ce que vous avez l'impression d'avoir plus faim? Si la réponse est oui, il n'existe pas 1000 solutions. C'est vraiment de gérer votre sommeil parce que ça commence beaucoup là, hein, le sommeil, si on dort bien, si on dort suffisamment, si on a une bonne hygiène du sommeil, ce que ça veut dire dans le fond, c'est si on va se coucher vers la même heure le soir, on se lève vers la même heure le matin, même si c'est plus tard que d'habitude, mettons que en ce moment, vous vous couchez plus vers 11 heures le soir puis vous vous levez plus à 9 heures le matin, c'est correct. Mais essayez que ça varie pas à tous les soirs. Des fois, je me couche à 9 heures, des fois, je me couche à 3 heures, des fois, je me couche... Parce que là, ça vient jouer un petit peu avec ces hormones-là. Donc, de vraiment essayer de maximiser vos heures de sommeil. C'est sûr que chez un athlète, généralement, les heures de sommeil sont encore plus grandes. Et chez les adolescents aussi. Fait que ça serait normal là, que vous dormiez, pour la plupart d'entre vous, là, dans cette situation, un bon 10 heures, même 12 heures par nuit. Ça peut être normal, là, non seulement compte tenu de votre âge pour ceux qui sont plus adolescents et du fait que ben là, en ce moment, vous entraînez peut-être moins, mais en période de grand volume d'entraînement, vous avez besoin d'encore plus de sommeil. Fait que c'est sûr que ça, c'est comme un peu la clé pour gérer notre appétit aussi dans la journée. Puis le dernier point par rapport au sommeil, essayez vraiment de tout éteindre, téléphone, ordinateur, tablette, etc. dans l'heure avant d'aller vous coucher pour vraiment maximiser la qualité du sommeil. Pour certains, ça peut nuire, ça peut causer de l'insomnie là, ou ça peut
perturber les phases du sommeil, là, d'être trop devant un écran avant de se coucher. Donc, ça peut généralement aider. Puis, méditation, relaxation, s'il y en a vraiment qui ont de la misère à s'endormir le soir, encore là, c'est quelque chose que vous pouvez parler aussi là, avec vos préparateurs mentaux. Là. Des fois, ils ont des bons trucs à ce niveau-là pour gérer soit les émotions ou gérer le sommeil. Donc, je crois que j'ai terminé. Je pense que il n'y a pas d'autres questions. Il y avait juste Jonathan qui posait la question, est-ce que c'est correct de manger du bœuf ou c'est trop gras? Ben, c'est vrai que le bœuf, c'est une viande qui est plus grasse que, exemple, les poitrines de poulet. Encore là, dans le bœuf, il existe des coupes plus grasses que d'autres. C'est sûr qu'on le voit hein, quand on va à l'épicerie, là, il y a des parties du bœuf qui sont très persillées. Tu sais, on voit qu'il y a beaucoup de gras, c'est très blanc. Donc, c'est sûr que ces coupes-là, ben, on va essayer d'en manger moins souvent. Même chose pour toutes les autres viande comme le porc, ben c'est sûr que le porc, les longes de porc, c'est une viande qui est très maigre versus du bacon ou versus des saucisses, que là, c'est sûr qu'on a gardé la partie plus grasse. Donc, le bœuf, c'est par contre très riche en fer. Donc, pour ceux qui ont des niveaux de ferritine, de fer un peu plus bas, ben c'est sûr que ça peut être une viande intéressante à manger tout de même pour cet aspect-là. Mais c'est sûr que quand vous allez à l'épicerie, essayez de repérer là, les viandes les parties de viande qui sont moins grasses, parce que moins gras et donc moins de calories d'une certaine façon. Ou essayez dans le fond, de pas exagérer au niveau du gras ajouté ailleurs dans votre repas. Donc, si vous mangez votre steak, ben, peut-être de faire cuire vos fèves vapeur ou faire plus de brocoli vapeur que de faire un sauté avec plein d'huile puis des patates pilées avec plein de beurre. Fait que des fois, c'est aussi dans l'accompagnement, ben, on réajuste avec le contenu à côté en diminuant la quantité de gras ajouté, soit à la cuisson ou dans l'assaisonnement ou dans l'accompagnement. Donc, je vois pas qu'il y a d'autres questions. N'hésitez pas là, dans le fond, à m'écrire. Heidi, Simon, et etc. Ils ont tous mes coordonnées si vous avez des questions un peu plus individuelles. En temps normal, je travaille aussi à la clinique Sport Santé Laurentide à Saint-Sauveur et à la clinique Mouvement Optimal à Mont-Tremblant. Là, en ce moment du confinement, tous mes suivis sont à distance. Donc, si jamais vous voulez, dans le fond, plus des conseils individuels adaptés à vous, là, ben, vous pourrez contacter, dans le fond, Heidi, programme avec un S à cdesl.ca pour voir si vous pouvez avoir accès à des services plus individuels. Donc, voilà, je vous laisse avec ça. Bonne journée, puis ben, au plaisir de tous vous... ben, pas tous, mais enfin, la plupart en espérant vous revoir ou vous rencontrer. Puis bonne saison, j'espère que les sports vont reprendre bientôt pour que vous puissiez recommencer à vous entraîner comme à l'habitude. Donc, bonne journée, au revoir!